Bienvenue sur ce débat de la mi-journée. Nous parlons encore aujourd'hui d'industrialisation. Mais il semble que ces efforts ne sauraient aboutir dans ce pays, bien sûr, sans énergie. Et malgré le potentiel considérable que le Gabon regorge, dont le pays regorge en hydroélectricité solaire, biomasse, nous restons confrontés à des délestages fréquents, à un coût élevé de kilowattheure et à d'autres paramètres que nous allons discuter ici sur ce plateau avec mes invités. Monsieur Ghislain Mapangou, vous êtes économiste et statisticien financier. Bonjour à vous. Bonjour, merci Monsieur Yann pour cette invitation. Avec vous, Monsieur Louis-Paul Modos, entrepreneur et analyste économique. Bonjour. Bonjour Monsieur Leimangoy, un plaisir d'être sur le plateau. D'accord, très bien. Monsieur Mapangou, on va commencer avec vous. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui la capacité énergétique réelle du Gabon si on fait le parallèle avec les projets qui ont été énoncés récemment par les autorités, telles que la transformation locale du manganèse, la zone économique de Coque, toutes ces choses qu'on essaye de faire au niveau industriel qui nécessitent bien sûr de l'énergie. Ok. Alors, je tiens tout d'abord, n'est-ce pas, à vous dire que le Gabon aujourd'hui est à l'aube d'une nouvelle ère, n'est-ce pas, de développement et d'industrialisation, impulsée par le numéro 1 gabonais, son Excellence Brice Clotaire Olinguema, président de la République gabonaise, chef de l'État, chef du gouvernement. Alors, nul besoin de revenir sur son axe numéro 1, l'axe prioritaire de son projet de société, n'est-ce pas, numéro 1, sur l'eau et l'énergie. Donc, vous comprenez que cet axe-là accorde une importance capitale, justement, à la résolution du problème énergétique dans notre pays. C'est dire ici qu'effectivement, le Gabon traverse une véritable crise énergétique et donc il conviendrait effectivement d'apporter des solutions appropriées, donc idoines, pour effectivement trouver un équilibre, puisqu'aujourd'hui, il est question simplement que l'offre, n'est-ce pas, énergétique est inférieure, n'est-ce pas, à la demande nationale énergétique. C'est pourquoi, justement, on se retrouve justement face à cette crise énergétique, donc à ce déficit. Et est-ce qu'on peut estimer l'offre en question? L'offre en question, elle est de quel ordre? Si on prend en termes de pourcentage, imaginons que les besoins sont à 100%, on a quelle offre actuellement? Alors, on ne saurait s'aventurer sur des données, mais parce que selon le dernier communiqué du Conseil des ministres de 2024, effectivement, selon les estimations, ils estimaient à 11 000 mégawatts, en fait, le besoin réel, n'est-ce pas, énergétique pour couvrir, en fait, la demande intérieure. Donc, vous comprenez que ça veut dire que l'offre actuelle n'est pas capable de pouvoir couvrir, justement, et là, on ne parle que des ménages. Intérieure. Là, on ne parle que des ménages. Uniquement des ménages, hein. Uniquement des ménages, sans compter, en fait, les industriels également, qui nécessitent justement ce besoin en énergie dans notre pays. D'accord, Monsieur Modos. À quel point est-ce que le pays, on va dire, est loin des objectifs en termes d'énergie, comparé bien sûr à ceux qu'on annonce dans les médias actuellement? Bien sûr, je reviens encore au manganèse, le fait qu'on a transformé localement et tous les autres projets qui pourraient suivre. On a eu la présidente d'Eramet qui s'est exprimée en France et puis qui a dit que le Gabon n'a pas la capacité de pouvoir localement, d'un point de vue énergétique, transformer le manganèse, raison pour laquelle ils iront le faire. Ils le faisaient à l'époque, on va dire, en Norvège, en France, qui a l'énergie nucléaire, et d'autres pays. Est-ce que concrètement, on a les moyens de notre politique? Déjà, il faudrait préciser que le Gabon a un potentiel énergétique installé qui va au-delà de plus de 10 000 mégawatts. Quel potentiel? Ce potentiel, c'est-à-dire à travers l'énergie hydroélectrique. Le potentiel que le Gabon possède, on est au-delà de 7 000, 10 000 mégawatts. Seuls 2-3% sont exploités malheureusement. Donc, et ce potentiel, il est dans les fleuves, il est dans l'Ogo, il est à quel niveau ce potentiel? Lorsqu'on parle de centrale hydroélectrique, on parle de barrages, ça fait allusion à tout ce qui est halieutique. D'accord. Toutes les espèces. D'accord. Mais pourtant, on a un barrage chez Poubara, on a un barrage à Poubara, oui. On a un barrage qui est annoncé du côté de Boué, on en a d'autres qui sont vétustes actuellement un peu partout. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'au niveau du Gabon, comme je le disais, on a une capacité de production de plus de 10 000 mégawatts, sauf qu'il n'y a que 2-3% qui sont utilisés. Si on prend simplement le cas des ménages, on a 700-800 mégawatts de capacité utilisée au niveau local. En ce qui concerne l'industrialisation, je prends le cas par exemple de manganèse, comme il est pour moi. On a Grand Poubara qui a une capacité énergétique de 160 mégawatts si je ne me trompe pas. Et dans les 160 mégawatts, Comiloc utilise 140 mégawatts pour sa production énergétique. En ce qui concerne la transformation du manganèse, je pense que de façon graduelle... Pourtant, beaucoup disent que Poubara, par exemple, ne fonctionne pas à plein régime.
Mais ce que vous dites, c'est qu'ils sont quasiment 80%, 90%. Effectivement, il y a un autre fait qu'il faudrait comprendre. La problématique avec la production énergétique du Gabon se pose aussi au niveau des lignes de transport et de distribution électrique et du réseau interconnecté qui est très faible. Les lignes de transport sont vétustes. Donc il faudra renouveler et renforcer cela. On a des zones qui ont une forte capacité énergétique qui ne peuvent malheureusement pas desservir les zones qui ont une faible capacité à cause de la vétusté des lignes de transport. Pour revenir à Comilog, en ce qui concerne la transformation de manganèse d'ici 2029, de façon graduelle, le Gabon peut atteindre cet objectif, mais à condition qu'elle fasse les choses de façon progressive. Investir d'abord dans la production énergétique. Selon les estimations des experts que j'ai eues à travers mes sources d'information, il faut environ entre 200 et 300 mégawatts pour que le manganèse soit transformé de façon locale. En ce qui concerne seulement Comilog, il faut 200-300 mégawatts supplémentaires. Donc c'est possible. Si on investit sur la production énergétique, ce sera possible de procéder à la transformation, mais cela prend du temps. Je crois que récemment, le Gabon a signé un partenariat, un accord, lors du sommet Chine-Afrique. Le Gabon a signé un partenariat avec les opérateurs économiques dans la construction du barrage hydroélectrique de Boué, qui a une capacité de 600 mégawatts à hauteur de 2,5 milliards, qui aura pour objectif d'approvisionner le fonctionnement du chemin de fer Béliga-Boué-Mayumba, la construction du port en eau profonde de Mayumba. Je pense que c'est possible de réaliser, mais de sorte à ce qu'on puisse d'abord se consacrer sur la production énergétique. D'accord. Monsieur Mapongou, on parle d'investissement, on parle d'argent, mais concrètement, par rapport à nos voisins, le Cameroun et d'autres, beaucoup disent que le prix du kilowattheure ou le prix de l'énergie est plutôt élevé. Est-ce que ce n'est pas aussi un facteur qui pourrait nous tirer une balle dans le pied ? Si, effectivement, le prix du kilowatt effectivement est élevé, mais il convient d'abord de s'interroger sur les causes, n'est-ce pas? Pourquoi c'est voilà, élevé? très bien. Alors, déjà, je dis, au départ, il faut comprendre que le Gabon est un pays producteur d'hydrocarbures, n'est-ce pas? Nous produisons, n'est-ce pas, le pétrole à l'état brut que nous exportons sur le marché international. Et il y a globalement deux grands marchés internationaux. Donc, il y a le NYMEX, le New York Mercantile Exchange, n'est-ce pas, où se vend le WTI, c'est pas ce qu'on appelle le West Texas Intermediate, n'est-ce pas, qui se vend, n'est-ce pas, au Texas. Et il y a également l'ICE. L'ICE, c'est l'International Continental Exchange, qui est également le marché où se vend, n'est-ce pas, le brut gabonais, à partir d'un brut de référence qu'on appelle le Brent daté. Donc, c'est cette moyenne-là qui est prise, n'est-ce pas, au premier trimestre, qui permet de déterminer, n'est-ce pas, le prix du baril de pétrole. Vous comprenez qu'en fait, ce sont ces fluctuations internationales, n'est-ce pas, si vous voulez, n'est-ce pas, ces fluctuations internationales, ces soubresauts de la conjoncture internationale qui affectent lourdement le prix du baril de pétrole sur le marché international et qui, lourdement, emmènent le gouvernement, n'est-ce pas, à procéder à des réajustements budgétaires parce que finalement, le Gabon... Mais le pétrole en question est produit par le Gabon. C'est oui. nous qui produisons le pétrole en question. Exactement, sauf que lorsqu'on le vend, n'est-ce pas, ce sont des marchés spot, c'est-à-dire des marchés à terme. Est-ce que le franc CFA a un impact là-dedans? Si, naturellement, puisque aujourd'hui, vous savez que dans la centralisation des réserves d'échange, n'est-ce pas, tout est centralisé au niveau, n'est-ce pas, des comptes d'opération, au niveau du trésor public français. D'accord. Nous, ici, ce que nous parlons, c'est au niveau du prix de vente du baril du pétrole. Oui. Puisque nous, lorsqu'on le vend à partir d'un brut de référence qu'on appelle le Brent daté. Exactement. Vous l'avez déjà dit, mais ce qu'on veut comprendre, c'est comment ça impacte sur le prix du kilowattheure. Oui, mais parce qu'en fait, nous importons les produits raffinés, les produits semi-finis, à forte valeur ajoutée. Encore une fois, la transformation. Donc si on transformait localement, donc ce serait mieux. Exactement, d'où justement il faut industrialiser, il faut transformer. Le pétrole aussi, donc, a besoin d'être transformé localement potentiellement. La capacité de la Sogara, par exemple, n'a pas une forte capacité de raffinage et de transformation de nos produits. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, nous avons un besoin réel, n'est-ce pas, en demande énergétique. On est obligé donc, généralement, d'importer ces produits. Et c'est pourquoi, généralement, nous avons ce que nous appelons une inflation importée. C'est-à-dire, les prix nous reviennent 2 fois plus cher. D'accord, si je vous comprends bien, donc, en partant du prix du baril du pétrole, on arrive au niveau du prix du kilowattheure avec des challenges, donc, là, on est déjà en train de transformer le manganèse ou de vouloir transformer le manganèse, mais au niveau de l'énergie, il y a un souci au niveau de la transformation locale du pétrole. Exactement. Donc, est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs, monsieur Modos? Pour revenir, pour enchérir à ce que faites avancer, s'il vous plaît, les échanges. Soutient. Il faudrait rappeler que le Gabon fait référence à 2 sources énergétiques. Oui. On a les sources hydroélectricité, oui. On a la source énergétique thermique. La source thermique, c'est du pétrole. Elle représente 54% d'énergie du Gabon. D'accord. Pour revenir à ce que M. Mapongou disait, le Gabon exporte son pétrole brut, mais malheureusement importe les dérivés du pétrole. Je prends un exemple. En 2022, le Gabon était le premier partenaire du Togo en termes d'importation. Le Gabon importe du carburant bon marché. Son propre pétrole, qui a été raffiné ailleurs. Donc on privilégie l'exportation du pétrole brut et on marginalise la production. Mais Sogara devient quoi là-dedans? Sogara
Qu'est-ce que Sogara devient? Sogara a pour objectif de transformer et de raffiner le pétrole. Comme M. Mapongou disait, sa capacité de raffinage actuellement ne répond pas à la demande intérieure au niveau local. D'accord. Donc c'est là où le problème se pose entre production et prix du kilowattheure. Là, on a parlé du pétrole. Des centrales thermiques. Là, on a parlé du pétrole. On comprend qu'il y a tout un univers et un challenge que l'État va certainement attaquer dans les années et les mois qui viennent. Mais pour revenir au challenge énergétique, vous avez parlé du transport de l'énergie. Je comprends que les communautés plutôt reculées, lorsqu'on quitte par exemple de Libreville pour aller jusqu'à Koulamoutou, pour aller, etc., ou alors qu'on fait venir l'énergie de Poubara pour arriver dans les localités qui sont proches, à Koulamoutou, beaucoup disent qu'il n'y a pas d'électricité parce que l'énergie n'arrive pas. Or, la distance qu'on voit n'est pas tellement importante. Quel investissement il faudrait au niveau du transport pour permettre justement que cette énergie profite directement aux localités en question? Mais monsieur Leimongo, c'est simple. L'investissement qu'il faudrait faire, c'est le renouvellement des lignes. Oui. Est-ce qu'on a une estimation de ça? Il n'y a pas une estimation exacte, mais... Donc il n'y a pas encore d'études je pense qu'au niveau de la Société Énergie du Gabon, ils ont fait un diagnostic et ils peuvent dire combien exactement il faut. En ce qui concerne les lignes de centrales vétustes qui sont reparties en 3 zones. On a la zone centre, la zone nord et la zone sud. Je crois qu'à partir de là, à partir du diagnostic, l'État peut financer à hauteur, je ne sais pas de combien de milliards, la réflexion et le renouvellement de ces centrales, afin que les zones à forte productivité puissent approvisionner les zones impactées par les déficits énergétiques. D'accord, M. Mapongou, on revient encore à la SEG. Est-ce que concrètement la SEG a les côtes assez solides pour assumer cette transition énergétique? Ben, vous savez qu'en fait, le problème qui se pose au niveau de la SEG, nous l'avons vu, n'est-ce pas? C'est des problèmes liés, n'est-ce pas, à la vétusté, n'est-ce pas, de certaines installations, de certains... Ils disent qu'on n'investit pas assez dans leur entreprise, l'État. Oui, bon, écoutez, ce sont des informations qui ont été relayées, qu'ils ont affirmé eux-mêmes. Voilà, ils ont affirmé eux-mêmes oui, moi je que pense l'État n'investit pas assez. Effectivement des mécanismes de bonne gouvernance, n'est-ce pas, au sein de cette institution, au sein de cette entreprise-là. Il faudrait que l'État, n'est-ce pas, s'implique davantage, effectivement, en mettant des moyens. Parce que vous savez, les investissements, n'est-ce pas, en matière d'industrialisation sont des investissements lourds qui nécessitent de mobiliser des moyens financiers énormes. C'est pourquoi nous pensons qu'effectivement l'État a la responsabilité de concevoir une politique énergétique intégrée qui consiste notamment, n'est-ce pas, à encourager l'initiative privée dans le secteur pour que les jeunes s'y intéressent véritablement. Il faut des incitations financières et fiscales, pourquoi pas revoir le système fiscal pour encourager... Et que dire de la démocratisation de l'énergie? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir d'autres entreprises à part la SEG qui pourraient justement fournir cette énergie? Exactement, tout à fait. La libéralisation du marché. Vous êtes économiste, vous pouvez nous dire justement si on peut bénéficier derrière ça. Oui, le marché de l'énergie est libéralisé dans notre pays. Vous savez que désormais, les jeunes entrepreneurs... Officiellement, la SEG a le monopole pour l'instant. Oui, le monopole auto-entretenu par le pouvoir public puisque l'État étant actionnaire également. Et je vous demande comment est-ce qu'on fait avancer cela, justement. C'est ce que j'ai dit au départ. Je dis qu'il faut concevoir une politique intégrée. C'est-à-dire que permettre à tous ceux qui veulent s'investir dans ce secteur-là de véritablement promouvoir, n'est-ce pas, les énergies renouvelables, puisqu'il faut des énergies alternatives. Pourquoi tout le monde veut forcément dans le combustible fossile qui donc d'autres entreprises qui feraient dans d'autres énergies. Dans d'autres énergies, les énergies éoliennes, les énergies solaires. Et je l'ai dit aussi, n'oubliez pas que la problématique de l'industrialisation, puisque aujourd'hui le combustible fossile en fait occupe quand même une place importante, n'est-ce pas, de la formation du produit intérieur brut gabonais. Il a dit tout à l'heure que c'est plus de 50 voire 53% en fait du PIB. Donc vous comprenez qu'en réalité, il faudrait qu'on s'oriente beaucoup plus vers des énergies plus respectueuses de la protection de l'environnement, puisque le débat aussi est celui, n'est-ce pas, des enjeux environnementaux et climatiques. Il ne faudrait pas qu'on détruise, n'est-ce pas, suffisamment l'environnement. Pour enchérir ce que M. Mapongou dit, le Gabon est signataire des accords de Paris sur le climat de 2016. Et il y a une sorte de financement énergétique qu'on appelle le PPA, Power Purchase Agreement. Ce sont des contrats à long terme par lesquels le gouvernement s'engage à acheter de l'électricité, notamment de l'énergie renouvelable, à des coûts réduits. Ce qui va permettre de rendre la dette moins lourde. Et il faudrait rappeler également que à travers le PPA, les États s'engagent à réduire l'émission des gaz à effet de serre qui est produit par l'énergie fossile qui pollue l'environnement. D'où le besoin de changer effectivement, donc d'où l'incitation à l'investissement dans l'énergie renouvelable pour répondre à la problématique d'énergie. Mais est-ce que c'est le cas dans les investissements récents de l'État, les 3 milliards qui ont été pris à la Flexible, les 2,5 milliards avec la Chine, est-ce que c'est les énergies renouvelables? Dans les investigations que j'ai menées, la centrale de Kingele-Aval a bénéficié d'un PPA depuis 2025, qui est un Power Purchase Agreement. Également, si je ne me trompe pas, la centrale d'Ayémé a conclu un PPA jusqu'en 2028 avec les opérateurs économiques privés. Il faudra rappeler que les PPA, c'est l'énergie libérale. C'est fourni par des opérateurs économiques privés à coût réduit, comme je disais. Donc, on a 2 PPA au Gabon en cours. Il
Il y a 2 qui sont concrétisés et il y a un qui est en cours de négociation. Donc je crois que l'État a compris l'importance de muter vers l'énergie renouvelable pour répondre à la problématique. D'accord. Monsieur Mapangou, on vient d'assister, on a assisté hier à la clôture du Gabon Economic Forum, donc le forum économique du pays, et ces challenges ont été relevés. Et justement, il y avait des entreprises privées là-bas, Comilog, qui est en lien avec le manganèse, qui est un des rares exploitants du manganèse au pays, était là, sur place. Et Comilog, comme vous le savez, est quasiment le seul bénéficiaire du barrage au niveau de Poubara. Est-ce que la société, est-ce que la communauté des entreprises privées gabonaises a vraiment la possibilité de pouvoir être indépendante énergétiquement ? Oui, moi je pense que tout est une question de volonté et de gouvernance économique et financière de ces entreprises-là qui pensent qu'aujourd'hui il est question... C'est en milliards, investissement en milliards. Voilà, oui, ben, je vous ai dit qu'au départ, en fait, dans le domaine de l'industrialisation, qui est un moteur de la croissance et de la compétitivité industrielle, il est important de comprendre que les montants faramineux doivent être mobilisés en fait pour booster en fait, le secteur industriel. Donc, on s'est toujours chiffré en termes de milliards, voilà, parce que le secteur industriel à lui seul est porteur de croissance économique et de création d'emplois. Vous voyez qu'une seule entreprise industrielle peut créer jusqu'à 3 000, voire 4 000 emplois directs. On parle de 15 000 avec Comilog potentiellement. Ben voilà, exactement. Donc moi je pense qu'effectivement, cet argent pourrait être orienté de façon stratégique à financer en fait les pôles de compétitivité économique au sein de la Comilog. Voilà. D'accord. Mais pourquoi est-ce que le potentiel, vous, M. Modos, qui êtes aussi, je sais que dans votre portfolio, il y a aussi un pan environnemental, pourquoi est-ce que le Gabon tarde à exploiter sérieusement justement le potentiel des énergies solaires, des énergies renouvelables ? Bon, on ne va pas dire que le Gabon tarde peut-être. Pourtant, dans les faits, en termes de pourcentage, c'est très loin derrière. Effectivement, il faudrait tenir compte des réalités au niveau de l'environnement économique. Comme je le disais, le Gabon fait recours à 2 sources énergétiques, l'hydroélectrique qui représente 46% et le thermique qui représente 54%. Donc la mutation aux énergies renouvelables ne peut pas se faire de façon brusque. Je ne sais pour quelle raison l'État ne peut s'engager directement. Je crois que c'est de façon graduelle qu'on peut muter vers les énergies renouvelables. Ce qu'il faudrait également rappeler, c'est qu'il y a des aléas dans les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables tournent au niveau du climat. On a les aspects conjoncturels par exemple. Par exemple, l'énergie solaire ne peut fonctionner qu'en journée. En nuit, pour les industries qui transforment, il n'y a pas moyen de faire recours à ce type d'énergie. Donc il y a une forme de contrainte au niveau des énergies renouvelables. Il y a aussi la réalité de quitter brusquement des énergies thermiques et des énergies hydrauliques de façon rapide. Donc tout se fait de façon graduelle. C'est comme pour revenir à la transformation du manganèse d'ici 2029. L'État met 2029, c'est pour laisser le temps aux opérateurs économiques dès 2025, en 2028, à mettre en place un plan de content qui consiste à initier des mécanismes de transformation à court, moyen, à long terme. Donc voilà un peu. D'accord. Mais concrètement, quelles sont les études qui ont été faites pour déterminer quel genre d'énergie renouvelable pourrait être positive ici au Gabon? Parce que certains disent que le soleil au Gabon, que le ciel est beaucoup, on va dire, nuageux et que ça ne produit pas assez en termes d'énergie solaire. On sait qu'on a eu ici, dans le passé, des exploitations au niveau de l'uranium, donc qui pouvaient peut-être aller vers une dimension d'énergie nucléaire. Bien sûr, avec la dimension géopolitique que ça implique, mais quelles sont les études qui ont été faites justement en termes d'alternatives? Bon, en termes d'alternatives, je ne peux m'avancer sur ce point. Je ne saurais dire si des études concrètes ont été faites en ce qui concerne le type d'énergie renouvelable qu'on peut utiliser. Mais ce que je peux dire, c'est que le Gabon, il faut tenir compte de l'aspect climatique du Gabon. On peut faire recours à l'énergie solaire parce que le Gabon, c'est un pays équatorial avec une grande saison sèche, une petite saison sèche, une grande saison des pluies et une petite saison des pluies qui parfois sont accompagnées de fortes chaleurs. Il faudrait aussi rappeler l'énergie éolienne, que le Gabon a un potentiel hydroélectrique et hydraulique auquel on peut faire recours pour ce type d'énergie. Donc en termes d'impact, je ne saurais dire si ça a été quantifié en termes de pourcentage en ce qui concerne la capacité de faire recours à tant de niveaux à l'énergie solaire, éolienne ou tout autre type d'énergie solaire. Et pour l'instant, on est encore sur les énergies qu'on utilise jusqu'à présent. Oui, effectivement, l'hydroélectrique et le thermique sont les 2 principales sources d'énergie du Gabon. Monsieur Mapangou, on parle de la création potentiellement de zones économiques spéciales.
On parle pour le manganèse, on en parle même pour d'autres domaines, certainement pour le fer au niveau de Belinga. Quelles sont les retombées potentielles lorsqu'on crée une zone économique? Parce que beaucoup de gens critiquaient, on dit les zones économiques, ils ne payent pas d'impôts, les entreprises qui vont s'installer là-bas ne payent pas d'impôts, ils ont des facilités, voilà, on ne gagne pas grand-chose dedans. Est-ce qu'on peut revenir concrètement sur... on parle d'énergie, c'est vrai, mais l'énergie en question, si on la fournit, ça attirera donc des entreprises, ça attirera des gens qui vont venir travailler et potentiellement l'État gabonais pourrait gagner. Qu'est-ce qu'on gagne derrière ça? Alors, merci. Moi, je pense que c'est une question assez pertinente. Déjà, il faut partir de l'expérience chinoise, dont la réussite, n'est-ce pas, est palpable, des zones économiques spéciales, des zones franches, qui ont permis, n'est-ce pas, ces zones-là ont permis à la Chine, n'est-ce pas, d'atteindre un taux de croissance de 80 à 90% du PIB. Vous imaginez? Donc, ça veut dire que ces zones-là sont des zones, effectivement, à fort impact économique et financier. Et il y a également, n'est-ce pas, la création d'emplois directs et indirects. Donc, des jeunes qui pourront avoir accès, qui pourront travailler dans ces zones économiques spéciales. Et donc là, je dis, nous partons de l'expérience chinoise. Et donc, nous pensons effectivement que, pour revenir dans le contexte gabonais, eh bien, une zone économique spéciale, n'est-ce pas, un régime privilégié va permettre donc non seulement à ces entreprises de s'engager, à s'investir dans ce secteur-là, puisque désormais, eh bien, il y a un système fiscal, il y a des dégrèvements fiscaux qui vont permettre à ces entreprises de s'investir, d'encourager l'initiative privée à s'investir donc dans ce secteur. Moi, je pense que ça va permettre de créer des emplois, ça va permettre, n'est-ce pas, d'atteindre un taux de croissance du PIB assez compatible avec nos objectifs de développement, puisque le Gabon aujourd'hui aspire à être un pays industriel. Et tout ceci n'est possible qu'à travers des zones économiques spéciales à régime privilégié. Donc, il faut dire d'abord qu'au départ, on part d'une expérience chinoise dont ça marchait parfaitement, et nous pensons que nous pouvons reproduire ce modèle au niveau du Gabon. Et je pense qu'avec la zone économique spéciale d'un coq, c'est un parfait modèle de réussite aujourd'hui. Mais les retombées, il y a des emplois qui sont retombés. Malheureusement, on n'a pas assez de données sur les retombées de la zone économique de coq. M. Modos, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Pour enchérir avec ce que M. Mapangou dit, il faudra rappeler que les zones à régime privilégié, dans les conventions, c'est à durée limitée. Par exemple, lorsqu'un opérateur économique vient investir, on dit l'exonérer d'impôts sur une période de 5 à 10 ans. Je crois qu'en ce qui concerne coq, au début, c'était 10 ans l'exonération. Ils ont revu à 5 ans. Donc pendant les 5 ans, ça permet à l'entreprise de faire du profit, à créer de la richesse et à générer des emplois. Et après 5 ans, l'État... Et si on transpose du côté de Mayumba, où on se propose de faire une zone économique liée au manganèse, est-ce qu'on est sûr que ça pourrait nous rapporter beaucoup d'argent? Mayumba, c'est le port en eau profonde, le port en eau profonde de Mayumba. Donc le port en eau profonde n'a pas forcément le même régime que les zones à régime privilégié. Donc je crois que ce sera un moyen d'importation. Et qui dit importation dit droit de douane. Donc ce n'est pas le même contexte avec les zones spéciales économiques. D'accord. Et donc concrètement, le paysage, le tissu économique, lorsqu'on transforme localement, lorsqu'on est investi pour l'énergie, et donc on est sûr qu'on peut transformer tout le manganèse, parce qu'on nous parle d'un pourcentage. Il semble que Comilog, jusqu'à présent, transformait une petite partie du manganèse sur place et disait qu'il ne pouvait pas le faire totalement ici à cause des défis énergétiques. Est-ce que ce que vous dites là permettra qu'on puisse arriver à 100%? Oui, je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible avec l'accroissement en énergie du grand barrage de Poubara, qui a une capacité de 140 MW. Donc, si on ajoute 300 MW de plus, on a 340. Et on peut également faire recours à l'énergie de la centrale hydroélectrique de Boué, qui aura une capacité énergétique de 600 MW. Je pense qu'avec ces projets d'envergure qui sont en train de voir le jour, progressivement, on pourra atteindre les objectifs de transformation à 100% à moyen et à long terme. D'accord. L'État a annoncé récemment, M. Mapangou, le fait que potentiellement, il n'y a pas encore de décision claire qui a suivi, on pourrait assister à une scission de la SEG en deux. Une société d'énergie et une société d'eau. Voilà, je pense que ces efforts-là rentrent dans le fait de pouvoir booster et de pouvoir renforcer encore en capacité le domaine énergétique dans le pays. Concrètement, est-ce que cette stratégie pourrait payer? Oui, elle pourrait payer. Par rapport aux objectifs qu'on vient de donner. Oui, elle pourrait payer. Bon, écoutez, moi je parle d'une expérience marocaine, pour avoir fait des études au Maroc. Je pense qu'il était possible, n'est-ce pas, d'avoir une entreprise, n'est-ce pas, qui fait dans l'énergie, n'est-ce pas, dans l'électricité, et en même temps une entreprise privée également qui agit dans ce secteur-là, parce que le privé recherche le profit. Alors que l'entreprise, n'est-ce pas, qui agit sous le contrôle de l'État, vise d'abord prioritairement l'intérêt général, n'est-ce pas, des populations, le bien-être des populations. Toutes les zones enclavées doivent être électrifiées. Donc moi je pense qu'il est de la responsabilité de l'État de construire une politique énergétique dans notre pays pour que les entreprises s'y investissent dans ce secteur d'activité-là. Parce que si aujourd'hui l'État crée une structure spécialisée dans l'eau, une autre structure spécialisée dans... Ce n'est pas mauvais, mais encore faut-il que... Est-ce qu'il serait capable de pouvoir couvrir, n'est-ce pas, la demande nationale en énergie? C'est ça dont il est question. On parle encore des ménages. Et là, on ne parle même pas de l'industrie. Voilà, exactement. Vous voyez un peu. Moi, je pense que dernièrement, le contrat signé entre l'État gabonais, n'est-ce pas, et l'entreprise Corpowership, n'est-ce pas, qui est spécialisée dans la centrale électrique flottante, oui. pour couvrir, n'est-ce pas, à plus de, je pense, 70 MW
mégawatts, avec une forte capacité de 250 mégawatts. Je pense qu'aujourd'hui, cette solution-là est profitable pour les ménages gabonais qui, désormais, auront accès, n'est-ce pas, à l'eau et surtout à l'énergie, en fait. Vous savez que nous traversons une véritable crise énergétique. Imaginez-vous, avec des coupures intempestives, vous dormez au milieu de la nuit, eh ben, le courant est coupé. Le courant s'en va. Voilà. Vous imaginez un peu. Donc, ça crée un malaise social. Ça affecte même la qualité de la vie, n'est-ce pas, de nos concitoyens gabonais. Donc, nous pensons que toutes ces mesures-là doivent viser un seul objectif, celui d'assurer le bien-être des populations gabonaises. Quand nous sommes arrivés quasiment au terme, un dernier mot, M. Modos? Bon, il faudrait souligner que l'État a intérêt à libéraliser le secteur énergétique au Gabon. Parce que l'un des indicateurs sur lesquels les opérateurs économiques ou les investisseurs se réfèrent avant de s'implanter dans un pays, c'est la production énergétique. Si au niveau des indicateurs, la production énergétique est défaillante, c'est un indicateur négatif pour l'opérateur économique qui veut investir. Donc l'État a obligation de renforcer la capacité de production pour les ménages et en même temps pour les industries et de rénover et d'entretenir les centrales vétustes afin que la capacité soit effective au niveau local. D'accord, M. Mapongou. Alors, je dirais comme mot de fin que l'énergie est le moteur de développement industriel. Il n'existe pas de pays industrialisé sans développement énergétique. Et donc, aujourd'hui, il est de la responsabilité de l'État de véritablement imposer, n'est-ce pas, des mécanismes qui visent justement à assurer une véritable transition énergétique dans notre pays pour assurer une véritable compétitivité industrielle et assurer le développement durable de notre pays. D'accord, merci à vous. Je rappelle que vous êtes M. Ghislain Mapongou, vous êtes M. Louis-Paul Modos, tous deux économistes. Et merci à vous d'avoir également regardé ce débat du 12-15. Restez connectés sur nos antennes. À très bientôt. Au revoir.